Soyons honnêtes. Quand vous entendez « Histoire des États-Unis », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un manuel géant et poussiéreux? Des listes interminables de dates, de batailles et d'hommes à l'air sérieux? On dirait une histoire qui est déjà terminée. Mais l'histoire est un fouillis de récits humains, remplis de gens tout aussi étranges que nous le sommes aujourd'hui. Imaginez l'histoire américaine comme un immense grenier en désordre. Les vrais trésors sont cachés dans des boîtes poussiéreuses. Ce sont les histoires qui ne sont pas toujours racontées en classe, mais qui nous montrent ce qu'était vraiment le passé. Ce voyage est une chasse au trésor. Nous cherchons des histoires époustouflantes qui changeront la façon dont vous voyez les États-Unis. C'est l'histoire qu'on ne vous a pas apprise à l'école. L'histoire de l'Amérique commence généralement à l'un de ces deux endroits. Soit elle débute avec de courageux pèlerins débarquant à Plymouth Rock en quête de liberté religieuse, soit elle commence avec Christophe Colomb naviguant sur l'océan bleu en 1492. Ce sont des moments importants, c'est certain. Ils représentent le début officiel, les scènes d'ouverture du grand film américain. Mais ces points de départ omettent tellement de choses. Ils sautent des milliers d'années d'histoire qui existaient déjà ici. Ils ignorent les civilisations complexes qui ont surgi et disparu sur cette terre bien avant que les navires européens n'apparaissent à l'horizon. C'est comme commencer un livre au chapitre 3 et faire comme si les deux premiers chapitres n'existaient pas. Nous allons commencer notre histoire différemment. Nous commencerons bien avant les colonies, à une époque de villes imposantes, construites en terre et de vastes réseaux commerciaux qui traversaient le continent. Nous examinerons le génie des premiers Américains, non pas comme un court prélude à l'événement principal, mais comme une partie fondamentale de l'histoire américaine elle-même. Puis, à mesure que nous avancerons dans le temps, nous continuerons à chercher l'inattendu. Nous découvrirons les détails étranges cachés au sein des événements célèbres. Nous poserons des questions que les manuels n'abordent pas. Pourquoi un tiers de l'armée continentale a-t-il déserté pendant la Révolution? Qu'est-il vraiment arrivé à l'immense fortune d'un célèbre pirate? Notre parcours sera chronologique, mais notre attention sera portée sur l'étonnant. Nous voyagerons de l'Antiquité à nos jours, mais nous ne nous contenterons pas de visiter les principaux sites touristiques de l'histoire. Nous emprunterons les chemins de traverse. Nous visiterons les détours étranges. Nous rencontrerons les escrocs, les rebelles, les génies oubliés et les gens ordinaires qui se sont retrouvés au milieu de moments extraordinaires. Ce n'est pas une histoire de héros parfaits et de victoires simples. C'est une histoire de nations bâties sur des expériences audacieuses, des accidents étranges et des rebondissements incroyables du destin. C'est un récit plein de contradictions et de surprises, ce qui le rend d'autant plus humain. Alors, préparez-vous à un nouveau genre de leçon d'histoire. C'en est une où les notes de bas de page deviennent l'histoire principale. C'est une version du passé où un État américain a failli entrer en guerre avec le Canada à cause d'un cochon. C'est une histoire où le gouvernement a sérieusement envisagé de créer une agence d'espionnage composée de chauves-souris. Ce ne sont pas juste des faits aléatoires et déconnectés. Ce sont les pièces d'un puzzle plus grand et plus complexe. Chacune nous révèle quelque chose d'unique sur le caractère américain. Notre ambition, notre créativité, notre incroyable capacité d'extravagance et notre lutte constante pour découvrir qui nous sommes. La véritable histoire de l'Amérique est plus folle que vous ne l'imaginez. Commençons. Bien avant que les Européens ne traversent que l'Atlantique, une ville gigantesque, plus grande que Londres à l'époque, se dressait en Amérique du Nord. Cahokia, dans l'actuel Illinois, était une métropole avec des pyramides de terre. À son apogée, vers 1100, elle abritait 20 000 personnes et était le centre de la culture mississippienne. Ce fut la première grande ville d'Amérique, presque oubliée par le temps. Plus de 120 tertres dominaient la ville. Le plus grand, Monk's Mound, est plus haut qu'un immeuble de 10 étages. La ville était aussi un important observatoire astronomique, utilisant des Woodhenge pour suivre les saisons. Vers 1350, Cahokia fut abandonnée, l'un des plus grands mystères de l'histoire, ne laissant que des tertres silencieux. Quand les étudiants américains étudient la Constitution des États-Unis, ils entendent parler des influences de la Grèce et de la Rome antique, ainsi que de penseurs européens
comme John Locke. Mais il y avait une autre source d'inspiration, beaucoup plus proche, qui est souvent omise de l'histoire, la Confédération Haudenosaunee, également connue sous le nom de Ligue iroquoise. Leur constitution fondatrice s'appelait la Grande Loi de la Paix, et elle contenait des idées qui sembleraient très familières aux pères fondateurs américains. La Grande Loi de la Paix a établi un conseil de chefs qui représentait les différentes nations. Elle a créé un système de freins et contrepoids, garanti la liberté d'expression et de religion, et établi des procédures claires pour prendre des décisions. Benjamin Franklin, en particulier, était très impressionné par les Haudenosaunee. En 1754, alors qu'il essayait de convaincre les colonies américaines querelleuses de s'unir, il a cité les Haudenosaunee comme modèle. Bien que la Constitution américaine soit un document unique, les idées de la Grande Loi de la Paix étaient dans l'air. Chaque enfant américain connaît l'histoire effrayante de la colonie perdue de Roanoke. En 1587, plus d'une centaine de colons anglais ont établi une colonie. Le gouverneur John White est retourné en Angleterre pour des provisions, mais à son retour, la colonie était vide. Le seul indice était le mot « Croatoan » gravé sur un poteau. Ce mystère a fasciné les gens pendant des siècles. La gravure suggère qu'ils ont pu déménager pour vivre avec le peuple croatoan. C'est la théorie la plus probable. Des chercheurs ont découvert un symbole de fort sur une carte dessinée par John White, suggérant un plan pour déplacer la colonie. Le mystère de Roanoke est une histoire de survie et de choix difficiles. Quand nous pensons à la première colonie anglaise permanente en Amérique, nous imaginons souvent l'histoire de Jamestown, Pocahontas et John Smith. C'est un conte qui a été romancé par les films et les livres. Mais la réalité de Jamestown était bien plus sombre et honnêtement plus terrifiante que la version de Disney. La colonie, fondée en 1607, fut un désastre dès le début. Les colons étaient principalement des gentilshommes qui ne savaient ni cultiver, ni chasser, ni construire des abris adéquats. Ils ont choisi un endroit marécageux et infesté de moustiques qui était terrible pour l'agriculture et propice aux maladies. En quelques mois, les gens ont commencé à mourir en masse de faim, de maladies et de conflits avec les tribus Powhatan locales. Les choses ont atteint un sommet horrible pendant l'hiver de 1609 à 1610, une période qui fut connue sous le nom de « temps de la faim ». Une nouvelle cargaison de colons était arrivée, mais leur navire amiral, transportant la plupart des provisions et des dirigeants, fit naufrage aux Bermudes. La population de Jamestown a atteint environ 500 personnes juste au moment où les Powhatan, fatigués que les colons leur volent leur maïs, mirent le siège au fort. Piégés à l'intérieur sans nourriture, les colons devinrent désespérés. Ils ont mangé tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils ont fait bouillir leurs chaussures et leurs ceintures en cuir pour se sustenter. Ils ont mangé des chiens, des chats, des rats et des serpents. Une fois que tous les animaux eurent disparu, ils ont commencé à se regarder les uns les autres. C'est là que l'histoire prend une tournure vraiment sombre. Pendant des siècles, il y a eu des récits écrits de survivants, comme le chef de la colonie George Percy, qui décrivait les horreurs du temps de la faim. Il a écrit que les colons ont déterré des tombes fraîches pour manger les cadavres. Un homme fut exécuté après avoir avoué avoir tué sa femme enceinte, salé sa chair et l'avoir mangée. Ces histoires étaient si choquantes que pendant longtemps, les historiens se sont demandé si elles n'étaient pas de simples exagérations destinées à rendre les premières luttes de la colonie plus dramatiques. Cela semblait trop horrible pour être vrai. Était-ce juste une histoire effrayante ou est-ce que cela s'est vraiment passé? En 2012, des archéologues excavant une fosse à ordures dans le fort original de Jamestown ont trouvé la réponse. Ils ont découvert le squelette partiel d'une jeune fille de 14 ans. Son crâne et son tibia montraient des preuves claires et indubitables de boucherie. Il y avait des coupes hésitantes sur son front et une série de coups profonds et puissants à l'arrière de sa tête, faits pour ouvrir le crâne. Il y avait aussi des marques sur sa mâchoire montrant que sa langue et ses tissus faciaux avaient été retirés. La science a confirmé les histoires macabres. La jeune fille, que les archéologues ont nommée Jane, était une victime de cannibalisme de survie.
C'est un rappel glaçant que la fondation de l'Amérique n'était pas un conte propre ou héroïque. Ce fut une lutte brutale pour la survie contre des obstacles impossibles, une histoire écrite dans le désespoir et l'os. Les procès des sorcières de Salem sont l'un des épisodes les plus tristement célèbres de l'histoire américaine. Nous connaissons tous l'histoire de base. Un groupe de jeunes femmes accuse leurs voisins d'être des sorcières, déclenchant une hystérie de masse. Mais la panique n'était pas seulement liée à la religion. Elle était également alimentée par la guerre du roi Guillaume, une guerre frontalière contre les Français et leurs alliés amérindiens. Les réfugiés affluant à Salem apportaient des histoires terrifiantes. Cette peur constante a créé une cocotte minute. Pour les puritains, c'était le signe que Satan utilisait les indigènes pour faire la guerre au peuple choisi par Dieu. Les accusations leur ont donné un ennemi tangible qu'ils pouvaient combattre au sein de leur propre communauté. Les procès des sorcières de Salem ont été le résultat tragique d'une communauté consumée par la peur et le traumatisme. Nous imaginons de braves soldats et des victoires, mais une guerre plus discrète a été menée dans l'ombre. Dirigé par George Washington, le réseau d'espionnage Culper, un petit groupe d'espions civils à New York, a recueilli des informations cruciales. Ils utilisaient des codes, de l'encre invisible et des signaux secrets. Leurs renseignements ont révélé un plan britannique visant à contrefaire la monnaie américaine et, plus important encore, ont exposé la trahison de Benedict Arnold. L'histoire de ces citoyens ordinaires risquant tout montre que parfois, les actions les plus discrètes peuvent être les plus révolutionnaires. George Washington est souvent présenté comme une figure mythique, mais il était aussi un être humain, un homme d'affaires et un propriétaire. Alors qu'il était le premier président, Washington a été confronté à une bataille juridique étonnamment moderne. Il a été poursuivi par ses locataires. Ils l'ont accusé d'être un propriétaire négligent, un aspect du père fondateur rarement abordé. Les locataires ont affirmé que la terre n'était pas conforme à ce qui avait été promis. Ils ont engagé un avocat et ont traîné le président en justice, exprimant leurs griefs dans les journaux. Washington a réglé l'affaire à l'amiable, en pardonnant les arriérés de loyer et en vendant des terres à prix réduit. Cela montre que même l'homme le plus puissant devait faire face à des poursuites et à des plaintes de locataires. Les fondateurs étaient de vraies personnes confrontées à des problèmes complexes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la capitale des États-Unis est située sur le fleuve Potomac? L'emplacement de Washington, D.C. n'était pas un hasard, mais le résultat d'un célèbre accord secret. Ce fut un accord secret conclu lors d'un dîner privé par Alexander Hamilton, Thomas Jefferson et James Madison. En 1790, la jeune nation était au bord de l'effondrement financier. Hamilton voulait que le gouvernement fédéral prenne en charge toutes les dettes des États, mais les États du Sud détestaient ce plan. Jefferson et Madison y ont vu une opportunité et ont invité Hamilton chez lui pour un dîner privé afin de voir s'ils pouvaient trouver un accord. C'est devenu l'un des compromis les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, à jamais connu sous le nom de The Dinner Table Bargain. L'accord était le suivant. Madison acceptait de cesser de bloquer le plan de dette de Hamilton au Congrès. En échange, Hamilton acceptait de convaincre les États du Nord de voter pour un emplacement sud pour la nouvelle capitale. La ville de Washington, D.C. est née d'un compromis politique secret conclu lors d'un dîner. Regardez le dos d'un billet d'$1, la pyramide, et l'œil omniscient du grand sceau ont alimenté de folles théories du complot pendant des siècles. Mais la vérité? La pyramide inachevée représente une nation encore en construction, et l'œil est un symbole de la guidance divine, pas des sociétés secrètes. Le grand sceau est moins un code pour un pouvoir caché et plus une déclaration audacieuse, inspirée des Lumières. L'Amérique est un travail en cours, veillé avec espoir. En 1791, une taxe sur le whisky a durement frappé les fermiers de Pennsylvanie. Le whisky était leur monnaie, pas juste une boisson. Scandalisés, ils se sont rebellés, refusant de payer et harcelant les percepteurs d'impôts. Le président Washington a mené une milice massive pour écraser la rébellion du whisky, prouvant que le nouveau gouvernement avait un réel pouvoir. Le message était clair, la loi fédérale n'était pas facultative.
En 1859, un cochon mangeant des pommes de terre a failli déclencher une guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne sur les îles San Juan. Un fermier a tiré sur le cochon, les tensions ont grimpé en flèche et les deux camps ont envoyé des troupes, tout ça pour un seul animal. Les soldats ont échangé des blagues au lieu de balles, et le bon sens a prévalu. La guerre du cochon s'est terminée pacifiquement, un rappel que même les disputes les plus étranges peuvent être désamorcées. Le chemin de fer clandestin utilisait des mots de code, des chansons et même des courtes pointes pour guider les esclaves vers la liberté. Des conducteurs comme Harriet Tubman menaient des passagers entre les stations, tout cela caché à la vue de tous. Des chansons comme Wade in the Water et Follow the Drinking Gourd donnaient des instructions secrètes. Ce langage ingénieux était une bouée de sauvetage et un acte de rébellion silencieux. En 1862, des espions de l'Union ont volé un train confédéré en Géorgie, dans le but de saboter les lignes d'approvisionnement, la grande course de locomotives. Le conducteur d'origine, William Fuller, les a poursuivis à pied, en draisine et finalement en train, dans une poursuite acharnée. Les assaillants ont été capturés, mais leur audacieuse mission est devenue légendaire. Certains ont reçu les premières médailles d'honneur, preuve que même les missions échouées peuvent inspirer. Dans l'Amérique de l'ère de la reconstruction, des millions d'Afro-Américains nouvellement affranchis furent confrontés à un racisme intense et à l'exploitation économique. Beaucoup cherchèrent une solution radicale, créer leur propre ville indépendante. L'une des premières fut Mound Bayou, Mississippi, fondée en 1887 par d'anciens esclaves, Isaiah Montgomery et Benjamin Green. Montgomery croyait en l'autosuffisance économique. Les colons défrichèrent des terres et construisirent des maisons, des églises et des écoles. Au début des années 1900, Mound Bayou prospérait. Elle avait sa propre banque, son bureau de poste et ses entreprises, toutes appartenant à des Noirs. C'était un modèle pour la réussite afro-américaine. L'histoire de Mound Bayou est une pièce vitale de l'histoire américaine, soulignant la résilience et la construction communautaire. Son héritage perdure comme un témoignage de l'autodétermination. En 1867, les États-Unis ont fait un achat de terres surprenant. Le secrétaire d'État William H. Seward a négocié un accord avec la Russie pour acheter l'Alaska pour 7,2 millions de dollars. De nombreux Américains se sont moqués de cet achat, le qualifiant de folie de Seward. La Russie, à court d'argent après la guerre de Crimée, était impatiente de vendre. Seward, un fervent partisan de la destinée manifeste, aperçut la valeur stratégique et les ressources de l'Alaska. La ruée vers l'or du Klondike en 1896 a prouvé que Seward avait raison. Les découvertes de pétrole et de gaz en Alaska ont encore consolidé sa valeur, générant des milliards pour l'économie américaine. Quand vous pensez au conflit impliquant les États-Unis et la Russie, la guerre froide vous vient probablement à l'esprit. Mais si je vous disais que des soldats américains ont réellement combattu des soldats russes sur le sol russe, c'est un chapitre oublié de la Première Guerre mondiale. En 1918, le président Woodrow Wilson a envoyé des milliers de soldats américains dans le chaos de la guerre civile russe. C'était ce qu'on a appelé l'expédition de l'ours polaire. La raison officielle était de protéger les approvisionnements alliés. Ils ont décidé de soutenir les forces anticommunistes dans leur lutte contre l'armée rouge de Lénine. Ils ont été expédiés dans le paysage gelé du nord de la Russie. L'expédition de l'ours polaire a été un désastre. L'intervention a créé une méfiance profonde et durable entre l'Union soviétique et les États-Unis, luttant une guerre que l'histoire a choisi d'oublier. À l'été 1932, l'Amérique était en pleine Grande Dépression. Les vétérans de la Première Guerre mondiale, à qui l'on avait promis une prime, ont exigé un paiement anticipé. Des dizaines de milliers d'entre eux se sont rendus à Washington, D.C., formant l'armée des Primes. Ils ont établi de vastes bidonvilles. C'était une armée pacifique et patriotique. Le président Hoover les a vus comme une menace. Lorsque le Sénat a rejeté le projet de loi sur les primes, les tensions se sont intensifiées. Hoover a ordonné à l'armée américaine d'expulser les vétérans. L'armée a utilisé des gaz lacrymogènes et a incendié leur camp. L'attaque a choqué la nation et a nui à la présidence de Hoover.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une des armes les plus inhabituelles des forces alliées était une armée qui ne combattait pas réellement, l'armée fantôme. Ils utilisaient l'illusion et la ruse pour créer des divisions fantômes, trompant ainsi l'armée allemande. Leur arme principale était le char gonflable. Ils possédaient des centaines de répliques en caoutchouc de chars, d'artillerie et d'avions. L'armée fantôme trompait aussi les oreilles de l'ennemi. Ils diffusaient des sons de chars grondants et de soldats en marche. Ils envoyaient de faux messages radio, sachant que les services de renseignement allemands écoutaient. Leurs stratagèmes ont sauvé des milliers de vies. Leur histoire a été gardée secrète pendant des années. À l'automne de 1927, un immense système orageux s'est immobilisé sur la Nouvelle-Angleterre, déversant une quantité catastrophique de pluie. L'État du Vermont fut le plus durement touché. Les rivières et les ruisseaux se sont transformés en torrents déchaînés, sortant de leur lit et emportant tout sur leur passage. Les ponts, les routes, les voies ferrées et des maisons entières furent détruits. Ce fut la pire catastrophe naturelle de l'histoire du Vermont. 84 personnes ont perdu la vie, et l'infrastructure de l'État fut complètement dévastée. Dans ce moment de crise, les habitants du Vermont se sont tournés vers le gouvernement fédéral pour obtenir de l'aide. Ils se sont tournés spécifiquement vers un homme, le président des États-Unis, Calvin Coolidge. Et c'est ici que l'histoire devient, un peu étrange. Calvin Coolidge était lui-même un Vermonteur. Connu sous le nom de Cal le Silencieux pour sa nature calme et réservée, Coolidge était né et avait grandi dans la petite ville du Vermont de Plymouth Notch. Il incarnait les valeurs traditionnelles du Vermont, l'autonomie, la frugalité et le stoïcisme. Lorsque les inondations ont ravagé son état d'origine, tout le monde s'attendait à ce qu'il se précipite à son secours. On s'attendait à une visite présidentielle, une tournée des dégâts et une promesse de fonds fédéraux pour aider à la reconstruction. Cela semblait être une évidence politique, un président aidant son propre peuple dans ses heures les plus sombres. Mais Coolidge a fait quelque chose qui en a déconcerté et irrité beaucoup. Il est resté à Washington. Il n'a jamais visité le Vermont pour évaluer les dégâts. La raison de son inaction était profondément enracinée dans sa philosophie politique et son caractère personnel. Coolidge était un fervent adepte du gouvernement limité. Il pensait que les secours en cas de catastrophe relevaient de la responsabilité des communautés locales et des organisations caritatives privées, et non du gouvernement fédéral. Il craignait que l'aide fédérale ne crée une culture de dépendance et ne sape l'individualisme robuste qu'il admirait tant chez ses concitoyens du Vermont. Il croyait que les habitants du Vermont devaient et allaient se débrouiller seuls. Il a envoyé son secrétaire au commerce, Herbert Hoover, pour gérer la réponse, mais lui-même est resté distant, offrant des mots d'encouragement mais peu d'autre chose. Sa décision a été accueillie avec un mélange de fierté et de ressentiment dans le Vermont. Certains l'ont félicité d'être resté fidèle à ses principes, y voyant un signe de sa foi en leur force et leur résilience. Ils ont adopté le slogan « Le Vermont s'occupera de ses propres affaires » et ont lancé un effort de reconstruction communautaire massif et réussi. D'autres se sont sentis abandonnés et trahis. Ils ont vu leur fils natal, l'homme le plus puissant du monde, leur tourner le dos quand ils avaient le plus besoin de lui. L'histoire de l'inondation de 1927 et de la réponse de Coolidge est un aperçu fascinant d'un choc d'idéaux. Elle révèle un président si attaché à sa philosophie d'autonomie qu'il refusa de faire un geste de compassion, même pour son propre état d'origine. La guerre froide était une période de paranoïa intense et franchement, d'innovation plutôt bizarre. La CIA et le KGB étaient engagés dans une lutte désespérée pour l'information, et aucune idée n'était trop étrange ou trop farfelue pour être envisagée. Cela a donné lieu à des projets secrets vraiment fous, mais aucun n'était peut-être plus étrange que le projet Acoustic Kitty. Dans les années 60, la direction de la science et de la technologie de la CIA a passé 5 ans et environ 20 millions de dollars à essayer de transformer des chats domestiques ordinaires en dispositifs de surveillance sophistiqués et ambulants. Le plan était d'implanter chirurgicalement des dispositifs d'écoute à l'intérieur des chats, puis de les entraîner à se rapprocher des responsables soviétiques, enregistrant secrètement leurs conversations privées.
La procédure était, incroyablement complexe et macabre. Les vétérinaires et les ingénieurs de la CIA ont travaillé ensemble pour implanter un minuscule microphone dans le conduit auditif du chat. Un petit émetteur radio était placé à la base de son crâne et une fine antenne filaire était tissée dans sa longue fourrure. Le propre corps du chat alimenterait l'appareil, mais cela créait un problème, la faim. Les scientifiques ont réalisé qu'un chat affamé serait trop distrait pour se concentrer sur sa mission d'espionnage. Alors, ils ont effectué une autre chirurgie pour câbler une partie de son cerveau, éteignant ainsi son sens de la faim afin qu'il puisse rester concentré sur sa tâche. C'était une opération digne de Frankenstein pour créer le parfait espion félin. Après des mois de chirurgie et de convalescence, le premier Acoustic Kitty entièrement équipé était prêt pour son premier test sur le terrain. La cible était 2 hommes parlant sur un banc de parc à Washington, D.C., juste à l'extérieur de l'enceinte soviétique. Les agents de la CIA, garés dans une camionnette voisine remplie d'équipements de surveillance, étaient de plein d'attente. Ils ont ouvert la porte et ont relâché le chat, lui donnant l'ordre d'aller s'asseoir près des hommes. Le chat, désormais une pièce d'équipement d'espionnage de haute technologie de plusieurs millions de dollars, a fait quelques pas dans la rue, a été immédiatement percuté par un taxi et est mort sur le coup. L'ensemble du projet de 5 ans fut un échec complet et total lors de son tout premier test. Le projet fut rapidement et discrètement abandonné. Un mémo interne déclassifié de 1967 a résumé les résultats avec un incroyable euphémisme, notant que le programme n'était pas pratique et ne le serait pas pour de réelles situations à l'étranger. L'histoire du projet Acoustic Kitty ressemble à quelque chose tiré d'une comédie d'espionnage, mais c'était tout à fait réel. Cela sert d'exemple hilarant et légèrement horrible de la distance que les agences de renseignement étaient prêtes à parcourir pendant la guerre froide, prouvant que parfois, même les esprits les plus brillants peuvent avoir une idée vraiment terrible. La quête de l'exploration spatiale est l'une des plus grandes aventures de l'humanité. Mais c'est aussi, parfois, une histoire d'erreurs très humaine et très coûteuse. L'un des exemples les plus spectaculaires de cela s'est produit en 1962 pendant les premiers jours tendus de la course à l'espace. La NASA se préparait à lancer sa première sonde interplanétaire, Mariner 1, pour survoler la planète Vénus. Mais les contrôleurs de vol ont alors remarqué que quelque chose n'allait pas et la fusée a commencé à se comporter de manière erratique. Mariner 1 a été intentionnellement détruite dans une explosion enflammée. La réponse, quand ils l'ont trouvée, était à la fois choquante et embarrassante de simplicité. Un seul tiret manquait dans le code informatique. Elle est entrée dans l'histoire comme étant sans doute la faute de frappe la plus chère de tous les temps. Chaque veille de Noël, les familles suivent le voyage du Père Noël autour du globe. Cette tradition est gérée par le Commandement de la Défense Aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou NORAD. Cela a commencé en 1955 avec une erreur d'impression dans un journal, dirigeant les enfants vers CONAD, le prédécesseur du NORAD, au lieu du Père Noël. Le colonel Harry Shoup a joué le jeu, signalant l'emplacement du Père Noël. Une tradition était née. Aujourd'hui, NORAD Tracks Santa utilise des satellites, des radars, des avions à réaction, un site web, les médias sociaux et des bénévoles. C'est un pan réconfortant de l'histoire américaine. Au petit matin du 9 novembre 1979, le monde a frôlé la guerre nucléaire. Dans les centres de commandement militaire des États-Unis, les écrans d'ordinateur se sont illuminés avec le message le plus redoutable imaginable. Le système d'alerte précoce du NORAD signalait une attaque massive et totale de missiles nucléaires soviétiques. Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, a été réveillé et informé que des missiles se dirigeaient vers des cibles américaines. Brzezinski savait qu'il n'avait que quelques minutes pour vérifier l'attaque et informer le président Carter, qui déciderait alors de lancer ou non une frappe de représailles. Alors qu'il se préparait à passer l'appel qui mettrait effectivement fin au monde, il attendit une dernière confirmation. Mais la confirmation n'est jamais venue. Il est vite apparu que l'attaque n'était pas réelle. Toute l'alerte avait été causée par un bug informatique.
Un technicien avait accidentellement lancé une simulation d'entraînement réaliste sur le système informatique opérationnel du NORAD. L'incident a été un signal d'alarme terrifiant, révélant à quel point la sécurité du monde était fragile à l'ère nucléaire. Dans l'East River de New York, non loin de Manhattan, se trouve Dead Horse Bay, autrefois la décharge de la ville. À partir du 19e siècle, cette zone traitait les ordures et les restes de chevaux. Depuis les années 1950, la baie a révélé le passé de New York, transformant le rivage en site archéologique. Le sable est fait de verre brisé. Le rivage est un musée de la vie quotidienne d'il y a un siècle. La baie a gagné le surnom d'île des jouets perdus à cause des morceaux de poupées. Dead Horse Bay fait maintenant partie de la Gateway National Recreation Area, gérée par le National Park Service. C'est un lien tangible avec l'histoire de la ville. À l'ère numérique, l'information circule vite. Parfois, l'indice qui dénoue une énorme histoire internationale n'est pas un document divulgué, mais quelque chose de bien plus anodin. En 2011, la nouvelle du raid américain qui a tué Oussama Ben Laden a éclaté. Un résident local a tweeté le raid en direct, sans le savoir. Un autre analyste a creusé plus profondément, trouvant des avis en ligne pour des pizzerias locales. Un avis mentionnait de grosses commandes de pizza provenant d'un complexe avec peu de résidents. Pourquoi un complexe fortifié commanderait-il autant de pizzas? La commande de pizza a confirmé les renseignements selon lesquels Ben Laden ne vivait pas seul. Cela a montré que les traces numériques peuvent révéler des informations incroyables. Parfois, les plus grands secrets sont cachés dans les endroits les plus ordinaires, comme une boîte à pizza. Nous avons traversé les étranges ruelles de l'histoire américaine. L'histoire des États-Unis n'est pas une ligne droite et nette, mais un récit chaotique et infiniment surprenant. L'histoire officielle n'est que le salon de la maison. Nous avons fouillé dans le grenier. Il recèle des histoires d'ingéniosité incroyables et d'échecs déconcertants. Ces histoires révèlent la double nature de l'expérience américaine. Des idées brillantes et des échecs spectaculairement bizarres. Même les événements et les figures les plus célèbres ont des profondeurs cachées. Notre visite est terminée, mais le grenier est loin d'être vide. L'histoire n'est pas un sujet fini, mais une chose vivante qui change à chaque découverte. Ce sont des pièces vitales du puzzle, ajoutant de la complexité à l'histoire d'une nation qui s'invente. Au-delà des faits choquants et des événements bizarres, il y a un fil conducteur qui traverse chaque histoire que nous avons explorée. Ce fil, ce sont les gens. L'histoire n'est pas une force abstraite qui avance d'elle-même. Elle est le résultat collectif de milliards de choix, d'émotions et de bizarreries humaines individuelles. C'est l'histoire d'un chef de train déterminé qui poursuit à pied sa locomotive volée. C'est l'histoire d'un colonel de l'armée de l'air au grand cœur qui, au lieu de se fâcher à cause d'un numéro de téléphone mal imprimé, a décidé de jouer le jeu et de dire à un enfant où il pouvait voir le Père Noël sur son écran radar. Ces moments révèlent le véritable moteur de l'histoire, la nature imprévisible et souvent profondément décente des gens. Nous avons vu comment le caractère individuel peut façonner le cours des nations. Pensez à William H. Seward, qui a subi des moqueries généralisées pour avoir acheté une glacière géante appelée Alaska, tout cela parce qu'il avait la vision de voir sa valeur à long terme. Ou considérez Isaiah T. Montgomery, un ancien esclave qui, contre toute attente, a créé une ville noire prospère et autonome dans un marais du Mississippi, animée par un puissant rêve d'autodétermination. Ce ne sont pas seulement des histoires de politique ou de transactions foncières, ce sont des histoires de résilience, de prévoyance et du courage de poursuivre une idée même quand le reste du monde vous prend pour un fou. L'histoire est faite par ceux qui osent agir selon leurs convictions. Cet élément humain rend également l'histoire si désordonnée et compliquée. Le même général Douglas MacArthur, qui deviendrait un héros célébré de la Seconde Guerre mondiale, était aussi l'homme qui a mené une charge au gaz lacrymogène contre les vétérans de son propre pays pendant la protestation de la Bonus Army. Les mêmes pères fondateurs qui ont écrit avec éloquence sur la liberté dans la Constitution ont également conclu un accord en coulisses lors d'un dîner pour décider de l'avenir de la nation. Les gens sont compliqués. Ils sont capables d'une incroyable noblesse et d'une hypocrisie stupéfiante, souvent en même temps.
Comprendre cette contradiction est essentiel pour comprendre notre passé d'une manière honnête et significative. En fin de compte, c'est pourquoi ces histoires sont importantes. Elles nous relient aux personnes qui nous ont précédés. Elles nous rappellent que les figures des livres d'histoire n'étaient pas seulement des noms sur une page. C'étaient des individus vivants, respirants, qui ont ressenti la peur, l'espoir, le désespoir et la joie. Ils ont fait des erreurs. Ils avaient des animaux de compagnie étranges. Ils se souciaient de leur réputation. Ils ont essayé et échoué, et parfois, contre toute attente, ils ont réussi. Apprendre le cannibalisme de survie à Jamestown ou le quasi-déclenchement de la Troisième Guerre mondiale à cause d'un bug informatique rend le passé tangible et réel. Cela jette un pont à travers le temps et fait de leur histoire, d'une certaine manière, la nôtre. Ce voyage à travers les recoins cachés de l'histoire des États-Unis n'a jamais été conçu pour être un tour complet. Ce n'était qu'un point de départ, une clé pour ouvrir la porte de ce grenier vaste et encombré. Le but n'était pas seulement de partager des histoires époustouflantes, mais de susciter un sentiment de curiosité. C'était une invitation à remettre en question les récits simples, à regarder au-delà des titres du manuel d'histoire et à commencer à creuser par vous-même. Le monde est plein d'histoires incroyables, cachées à la vue de tous, attendant qu'une personne curieuse vienne les découvrir. Maintenant, c'est à votre tour d'être l'historien, le détective, l'explorateur. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme fantaisiste ou d'un accès à des archives secrètes pour commencer. Vous pouvez commencer là où vous êtes. Renseignez-vous sur l'histoire de votre propre ville. Quelle est l'histoire derrière le nom de votre rue? Quel événement oublié s'est produit dans le parc au bout de la rue? Visitez votre bibliothèque locale ou votre société historique et demandez quelles histoires étranges se cachent dans leur collection. Ou, comme l'analyste qui a découvert les commandes de pizza à Abbottabad, vous pouvez utiliser la puissance d'Internet pour suivre votre curiosité dans un terrier de lapins. Chaque famille a ses propres histoires de colonies perdues, ses propres légendes de la rébellion du whisky. Le passé est tout autour de vous, pas seulement à Washington DC ou sur des champs de bataille célèbres. L'acte d'explorer l'histoire est plus important que jamais. Il nous apprend à être des penseurs critiques, à peser les preuves et à comprendre qu'il y a souvent plusieurs facettes à chaque histoire. Il nous aide à voir les schémas du passé, les échos qui résonnent encore dans notre monde aujourd'hui. Quand nous apprenons l'histoire de l'armée des bonus, nous pouvons mieux comprendre les manifestations modernes. Quand nous apprenons la peur qui a alimenté les procès des sorcières de Salem, nous pouvons reconnaître les dangers de l'hystérie collective à notre époque. L'histoire ne consiste pas seulement à comprendre le passé, c'est l'un des meilleurs outils dont nous disposons pour comprendre le présent et naviguer dans le futur. Alors, continuez à poser des questions. Soyez sceptiques face aux réponses simples. Quand vous entendez une histoire qui semble trop propre et ordonnée, cherchez les détails désordonnés qui ont été omis. La véritable histoire des États-Unis est une saga sauvage, compliquée et profondément humaine, pleine de héros et de scélérats, de génies et de fous, de tragédies et de comédies bizarres. C'est une histoire qui est encore en train de s'écrire, et chaque nouvelle découverte ajoute une couche supplémentaire à son incroyable profondeur. La porte du grenier est ouverte. Allez trouver une histoire qui vous époustoufle.